C'est mon frère. Alors cette journée du 22 mars, elle est issue d'abord d'une journée qui s'est déroulée le 21 mars 1960 à Sharpeville en Afrique du Sud, où il y avait une manifestation pacifique contre l'apartheid. Et cette manifestation, elle s'est terminée dans un bain de sang. 69 morts, 178 blessés. L'indignation mondiale qui va s'en suivre va être le déclencheur qui va conduire des années plus tard à la suppression de l'apartheid en Afrique du Sud. De cette journée, une journée mondiale contre le racisme et contre le fascisme. On lutte contre tous les racismes, on lutte contre la xénophobie, on lutte contre l'islamophobie et on lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'il est absolument intolérable, scandaleux et ignoble que chaque fois qu'on critique le gouvernement israélien, on se fasse agresser et taxer d'être des antisémites. Si on dénonce la politique d'extrême droite de Netanyahou, c'est parce qu'il mène une politique d'extrême droite. Si l'apartheid n'existe plus en Afrique du Sud, il n'a pas disparu de la surface de la planète. Dans un rapport de 280 pages, Amnesty International, en février 2022, a dénoncé la politique d'apartheid menée par Israël envers les Palestiniens. 4 autres études, tout aussi rigoureuses, ont confirmé le diagnostic, dont une ONG israélienne qui s'appelle Yesh Din et le Centre d'information israélien sur les droits humains, ainsi qu'une autre organisation qui s'appelle Human Rights Watch, dont vous avez certainement entendu parler, qui a publié aussi un rapport de plus de 200 pages. Tous ces rapports arrivent à la même conclusion. Et ce n'est pas tous des antisémites, pas plus que nous. Si Israël pratique cette politique, c'est parce qu'il le fait dans une impunité totale au niveau international. C'est notre devoir de le dénoncer, comme on dénonce les politiques d'extrême droite qui sont menées en Argentine, aux États-Unis aujourd'hui, en Hongrie ou en Italie. Et protester contre le massacre des populations palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie, c'est aussi notre devoir et on continuera à le faire tant que ça sera nécessaire. Et ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec de l'antisémitisme. Les éditorialistes de nos chaînes sont juste experts en une seule chose, ils sont experts en racisme. Et nos dirigeants, loin d'apaiser les tensions, les exploitent. Ils n'apportent pas de réponse aux inégalités sociales, aux crises économiques ou écologiques. Alors ils accusent l'étranger. Chaque année, de nouvelles lois ciblent les musulmans. Interdiction du voile pour certaines femmes. Les lois scélérates se succèdent, les déclarations racistes émanent du plus haut niveau de l'État. François Bayrou permet d'évoquer un sentiment de submersion avant de faire le rapprochement entre la délinquance et l'immigration. Ce sentiment de submersion, c'est du pur fantasme. On est 68 millions dans ce pays aujourd'hui, et le solde positif des gens qui restent, c'est 180 000. Ça représente 0,2% de la population. Sur les 27 pays de l'Union européenne, en matière d'accueil d'étrangers et d'immigrés, la France, elle est classée 21e. Alors la submersion ou l'invasion, on en est bien loin. Par contre, ce qui est dommage,
c'est que c'est sur ces conneries que surfe le RN, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, notre gouvernement prépare son lit. Les femmes voilées sont particulièrement visées. Elles sont exclues du monde du travail, du sport, de l'éducation. On leur refuse le droit de disposer de leur propre corps. On veut les faire disparaître de l'espace public, exactement comme d'autres minorités ont été ciblées dans l'histoire. Est-ce que quand il n'y aura plus de femmes voilées dans la rue, l'école ira mieux, l'hôpital ira-t-il mieux? Je vous pose la question. Car l'histoire ne commence pas avec nous. Nous avons déjà vu ce processus à l'œuvre dans les années 30. En Europe, un climat de crise économique et sociale a été exploité pour désigner un ennemi intérieur, le juif. Tout a commencé par la parole libérée. Et tout le monde sait comment cela s'est terminé. Il y a eu la catastrophe, la Shoah, le point final d'un processus que trop peu ont osé combattre à temps. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les musulmans et les étrangers qui sont montrés du doigt. On les accuse de tout, de communautarisme, de séparatisme, d'oppresser les autres avec leur simple existence. Comme les juifs hier, ils deviennent la cible du mécanisme d'exclusion progressive. Chambé, Antifa, Antifa. L'histoire, c'est vrai, ne se répète jamais exactement à l'identique, mais elle rime souvent. Et nous savons où mène cette logique, à la violence, à l'inhumanité, à l'horreur. Les discours racistes hier considérés comme marginaux sont aujourd'hui assumés au plus haut niveau de l'État. Des ministres, des journalistes, des intellectuels médiatisés, je ne sais pas si je dois dire intellectuels, osent parler de grands remplacements, osent dire que l'islam est un problème, osent remettre en question la légitimité même de certains citoyens à vivre ici. Et quand la parole raciste se libère en haut, elle se traduit en bas par des agressions, des discriminations et des humiliations. Mais notre responsabilité, nous tous, vous qui êtes solidaires et nous, habitants des quartiers populaires issus de l'immigration, enfants et petits-enfants de coloniser, nous avons une partie de la solution entre nos mains. Nous devons tout d'abord être exemplaires, irréprochables, non pas pour plaire à ceux qui nous méprisent, mais pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre avenir. Nous devons nous soutenir, valoriser nos réussites, créer nos propres réseaux d'entraide et de réussite. Depuis 1980, il n'y a eu pas moins de 49 lois et ordonnances pour empoisonner la vie des immigrés en situation régulière ou non. À Mayotte, le droit du sol qui avait déjà été remis en cause en 2018 vient d'être remis en cause aujourd'hui au mois de février, sans que ça ait le moindre impact sur l'immigration. Les lois, elles consistent surtout à rendre les gens, à mettre les gens dans des situations ingérables, mais en aucun cas ça les empêche de bouger évidemment. Tant que les Comoriens crèveront de faim, tant qu'ils manqueront de tout, eh ben, ils chercheront à se rendre là où ils auront un tout petit peu plus, et ne serait-ce que l'espoir de survivre. Et surtout, nous devons utiliser notre arme la plus puissante, le vote. Assez de fatalisme, assez de résignation. Ceux qui nous méprisent, qui nous stigmatisent, qui attisent la haine contre nous ne doivent plus être élus sans résistance. Chaque politicien qui tente de diviser la société doit être déchu de son piédestal par les urnes. Nous devons voter en masse, nous devons faire comprendre que nos voix comptent, que nous ne laisserons plus les autres décider pour nous. Pas de fachos dans nos quartiers! Pas de fachos dans nos quartiers! Un peuple qui ne vote pas laisse les autres choisir son destin. Face à cela, nous avons un devoir de mémoire, un devoir de vigilance, un devoir de résistance. Nous devons refuser de rester silencieux, exiger justice pour toutes les victimes du racisme, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'échelonnement dans les racismes. Nous devons reprendre la parole, occuper l'espace public, dénoncer les mensonges et organiser la riposte, car si nous ne le faisons pas, ce sont eux qui gagneront. Le racisme n'est pas une fatalité, il est un choix politique, un système entretenu. Ce qui est construit peut être déconstruit. Ensemble, tous, nous devons continuer le combat, parce qu'un autre futur est possible, parce que l'histoire ne doit plus jamais se répéter, parce que notre avenir nous appartient. Merci, Chambéry Avenir.